On parlait de la République démocratique du Congo et de la découverte de ces fausses communes en Litourie. On analysait les contours de ce qui est arrivé dans cette partie de ce pays avec nos invités Ashraf Ouro Osama, lui Kamako et notre ami Dominique Lacmont. Et c'est lui qui avait la parole. Vous étiez en train de proposer des solutions, justement. Oui, pas proposer des solutions, mais en train d'analyser en fait ce qui est à l'origine de cette guerre sempiternelle en Inde et Congo. Et je disais que ce pays-là n'a pas le statut d'une nation. C'est un État, mais ça n'a pas un État parce que le Congo aujourd'hui a une emblème, ils ont une hymne nationale, ils ont le drapeau congolais et tout. Mais dire que c'est une nation, je m'inscris en faux parce que je parlais d'une disparité d'ethnie dans ce pays-là. Quand vous n'avez pas une langue qui va réunir toutes les communautés, une langue autour de laquelle, ou bien une culture autour de laquelle toutes les communautés vont se retrouver, ça pose problème souvent. Vous voulez dire qu'au-delà du dénominateur commun congolais, entre les Congolais même, ça ne passe pas bien à cause de diversité culturelle, de disparité culturelle. Les historiens vous expliqueront mieux le phénomène. C'est ce qui se passe. J'ai cité tout à l'heure l'exemple du Sénégal. C'est d'ailleurs le seul pays qui peut peut-être prévaloir le statut de nation aujourd'hui en Afrique. Tous les autres pays, même à l'instar du Togo, du Bénin, des pays qui sont créés par des colonisateurs, ils n'ont pas justement le statut de nation. Et c'est peut-être là où je peux rejoindre l'analyse de Dominique quand il disait que c'est une puissance derrière qui tire la ficelle. Parce que quand vous n'avez pas le statut de nation, quand vous êtes divisé, l'ennemi s'infiltre justement. Et ça profite justement à quelqu'un. Et je disais tout à l'heure que ce sont des pays créés par un quelconque colonisateur qui va justement surfer sur la diversité culturelle, sur la diversité économique justement pour faire asseoir son hégémonie. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui en Inde et Congo où presque tous les présidents qui viennent sont obligés de faire allégeance à une puissance coloniale pour pouvoir se maintenir au pouvoir. Donc, je crois, et je l'avais dit au début, qu'aujourd'hui l'État a abandonné. Il y a une grande partie du territoire qui échappe au contrôle des autorités congolaises et le territoire est laissé pour compte. Et là, malheureusement, ça profite aux assaillants et aux ravisseurs. Oui, Achraf, vous l'avez ajouté? Oui, mais au fait, je comprends très bien les arguments évoqués par Louis Kamako et notre ami Dominique. Et monsieur Dominique. Non, mais au fait, moi, je crois que nous sommes arrivés à un stade où on a tout expérimenté, qu'il faut sortir vraiment de la posture victimaire. C'est-à-dire qu'il consiste à dire que ce sont les multinationales qui exercent des contraintes, que les puissances, que ce sont les puissances. Moi, je crois que nous sommes quand même assez matures pour prendre des résolutions publiques ou politiques convenables. Parce que, quoi qu'on le dise, aujourd'hui, après 60 ans d'expérimentation de gouvernance publique, d'alternance plus ou moins acceptée, au Congo, je crois que le Congo a toute la maturité aujourd'hui d'avoir une capacité managériale, c'est-à-dire de satisfaire ces populations. Mais aujourd'hui, on n'est pas dans ce cas de figure-là. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, pour moi, comme vous l'avez dit, moi je peux comprendre, mais pour moi, la question de la diversité ethnique, oui, certes, peut constituer un obstacle au vivre ensemble. Mais ce qu'il faut dire, c'est que, oui, comme on le dit, pour moi, le problème, vous savez, la question de diversité ethnique peut être aussi résolue par une révision constitutionnelle. Et je crois que quand vous prenez l'État congolais, une démographie plus ou moins importante, un territoire extrêmement vaste, je crois que l'organisation administrative du Congo aujourd'hui a du mal à donner satisfaction aux populations. Pour moi, il faut créer, même l'État fédéral, même l'expérimentation même d'une constitution de l'État fédéral congolais, pour moi, ne donnera pas des réponses. Parce que, parlant d'organisation administrative des États, il y a la confédération d'États, comme la Belgique, la Suisse, ils sont dans une sorte, ou même l'Italie, où on parle même des États régionaux, où l'autonomie des États sont beaucoup plus poussées. Vous comprenez? Aujourd'hui, au Congo, dans le cas il y a une sorte de centralisation de pouvoir, où tout se décide à Kinshasa. Tout se décide à Kinshasa. Kinshasa qui n'arrive même pas à maîtriser tout ce qui se passe ailleurs. Voilà, une sorte de délinquance juvénile, il faut faire comme le Soudan divisé
en deux pays, Soudan du Sud et le Soudan lui-même. Oui, le Soudan, mais bon, moi je suis très même si on voit toujours. Oui, c'est comme une hypothèse, mais je ne suis pas dans ce cas de figure-là. Moi, je crois que c'est la révision constitutionnelle. C'est-à-dire qu'il faut donner beaucoup plus d'autonomie aux communautés de se prendre en charge. Parce que les échecs répétitifs du gouvernement central à Kinshasa n'est plus à démontrer. Aujourd'hui, il y a des gouverneurs justement dans ces provinces. Des conflits communautaires. Qu'est-ce qui cause les conflits communautaires? Je crois que c'est la désertification des services publics. Si vous avez des enfants qui ont le bac, qui n'arrivent pas à aller à l'université, parce que dans la région, il n'y en a pas. Forcément, ça crée des frustrations. Et vous avez des communautés qui soupçonnent d'autres communautés d'avoir le statut de privilégié. Et donc, cet écart de développement a créé des frustrations et également donne quoi? Des conflits communautaires. Donc, moi, je crois qu'il faut une révision constitutionnelle et adopter une sorte de confédération d'États, une plus d'autonomie aux communautés, et leur permettant aujourd'hui de prendre. Parce que, voilà, la décentralisation au Congo aujourd'hui. Mais ça ne donne rien. Les gouverneurs n'ont pas l'autonomie nécessaire. Non, les gouverneurs, on organise des élections régionales, et c'est vrai, ces gouverneurs-là sont élus, mais en réalité, ils n'ont pas de résultats. Ils n'ont pas de résultats. Il y a également l'impunité. Donc, monsieur Michel, pour chuter, je crois que l'organisation administrative du Congo vraiment doit être réfléchie en profondeur pour trouver des solutions. C'est la solution proposée par Achirafo Sama. Mais il faut dire qu'il y a l'impunité. Dominique Lacmon, on voit ces fausses communes chaque fois, mais la suite, on ne voit rien. Oui, mais quand on dit que le pays n'est pas maîtrisé, c'est normal qu'on arrive à cela. L'impunité, on va punir qui? Qui doit punir l'autre? Si on n'a pas la maîtrise de ceux qui ont fait on n'a pas la maîtrise de la gestion du pays même, ça veut dire que tout peut se passer n'importe quand, n'importe où, sans que celui-là qui a la tête ne puisse ou bien il est de loin, mais il ne peut pas accéder à ceux qui sont en train de commettre des crimes. C'est là la question. Est-ce que la maîtrise du territoire congolais est faite par ceux qui sont en charge du pays? Non, pas du tout. Le Congo, je ne sais pas, comme l'a décrit Achraf ici, ça se limite à Kinshasa. Les autres territoires, c'est un peu des problèmes un peu partout. Même les gouverneurs dans les provinces. Est-ce que même chaque gouverneur dans son province maîtrise quand même tout son territoire? On ne peut pas dire non. Mais par exemple, le gouverneur de Sud Kivu, est-ce qu'il maîtrise son territoire? Pas du tout. Qu'est-ce qu'il peut apporter comme solution? La question, c'est maintenant, c'est la maîtrise. Il faut que le Congo puisse avoir, les dirigeants puissent avoir la maîtrise de leur territoire. C'est la question avant de s'asseoir tout quiconque de développement ça va être local. Donc, ce que je voulais dire par rapport à ce que l'autre a dit, mais en fait, oui. On ne peut pas accuser les puissances ou autres extérieures, mais vous n'êtes pas sans savoir, reconnaissons une chose, que des gens qui sont déjà au devant, quel que soit ce que nous voulons, ils sont déjà, du coup, quand quelqu'un est plus fort que toi, il faut reconnaître. Tout de suite, nous allons arriver à la conférence du terrorisme en Afrique. Vous comprendrez que nous sommes victimes de quelque chose qui n'est pas de nôtre. Donc, ça veut dire que c'est tout ce qui se passe quelque part profite, constitue un intérêt pour quelqu'un. Donc, ça veut dire que on n'est pas libre. On n'est pas libre. Il faut être véritablement indépendant. C'est là la question. Donc, quand toi, parlant de la division du Congo, même là aussi n'est pas la solution pour les Congolais. La solution actuellement, il faut que la maîtrise du territoire congolais soit dans les mains des dirigeants. Il faut qu'on remette le territoire congolais aux dirigeants, aux Congolais, et on va voir leur efficacité. Maintenant, si on doit rester à dire qu'ils n'ont pas la maîtrise, comment maîtriser un président qui, même les rebelles sont plus forts que l'armée républicaine? Ils sont plus armés. Plus armés que l'armée républicaine. Il y a un problème là. Il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème, c'est ça. Il faut canaliser les choses. Et puis après, avant d'arriver aux dirigeants. Alors lui, on va chuter avec vous sur la République démocratique du Congo. Il y a également eu une question d'autonomie financière, d'autonomie politique. On a vu le Katanga qui était entre-temps dirigé par Moïse Katumbi Chapoué. On avait l'impression que tout allait mieux là-bas. Les autres gouverneurs, est-ce qu'ils ont eu une certaine autonomie politique et financière dans ce pays?
Non, je crois que non. Ils n'ont pas une autonomie financière. C'est-à-dire que le problème du Congo, même, on dirait même c'est un État dans l'État. C'est-à-dire que vous regardez un peu la densité ou bien l'immensité du territoire même en soi. Oui. Donc je pense que c'est des choses en réalité qui font que l'État n'a pas véritablement la même mise sur le territoire en tant que tel. Donc c'est vrai, il y a beaucoup de politiciens qui sont des riches ici, mais à chaque fois que vous voulez peut-être sortir la tête de l'eau, à chaque fois que vous voulez émerger, il y a des affaires, en fait, on trouve des petits datus pour vous coincer. Et donc, c'est ça, malheureusement, le problème hein, en Afrique. Maintenant, le sujet en soi, je pense que je l'ai dit tout à l'heure, que c'est un sujet passe-partout, parce que ces gens des Alsaciens sont légions. Sont légions en presque République démocratique du Congo. en République démocratique du Congo, surtout que c'est un pays en proie à des attaques perpétrées par des milices et tout le temps. Et donc, je crois que c'est malheureusement le cas. Donc, aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est que quelqu'un a parlé d'une révision constitutionnelle et donner la parole à tout le monde pour que le territoire soit... pour que la gouvernance... Pourquoi pas un référendum? Ouais, pour que la gouvernance du du territoire Oui, appartienne à tout le monde, qu'on parle aujourd'hui d'une gestion inclusive, c'est-à-dire que mettre les communautés à contribution pour qu'on arrive en fait à botter en état de mur ce genre de conflit. Oui. Allez, on va quitter Kinshasa, si vous le voulez, pour Conakry en Guinée. On va parler du procès du 28 septembre. Moussa Dadis Camara est encore convoqué par la justice dans son pays. Selon certains analystes, il raconte sa vie. Pour d'autres également, il arrive avec une certaine maestria à répondre aux juges, sauf que l'ancien chef de la junte militaire dans ce pays répète sa théorie de complot. Heureusement, on a un jury sur ce plateau, Ashraf Ourosama. Quand on parle de théorie de complot, et souvent quand Moussa Dadis Camara le dit, il fait référence à quoi justement? Non, mais il fait référence à quoi? Vous savez, lorsque on est à la tête d'un État, et on ne gouverne pas seul. C'est vrai qu'on incarne le pouvoir politique, mais on prend peut-être le processus décisionnel concerne un certain nombre de personnes. Et vous le savez très bien que la Guinée, la Guinée un peu à l'image du Congo, on a eu aussi des crises politiques successives depuis Sékou Touré, même jusqu'à Alpha Condé. On a eu des coups d'État, des révisions constitutionnelles taillées sur mesure, un certain nombre de choses. Et donc, il parle de théorie de complot. Je crois que lui, il se dit qu'il y a des gens aujourd'hui dans l'ombre qui tirent les ficelles. Qui ont déjà tiré les ficelles et qui tirent les ficelles. Parce que par là, de la théorie du complot, c'est ne pas croire également à la justice. Parce que, quoi qu'on le dise aujourd'hui, il y a des procédures, il y a des juges d'instruction qui instruisent à charge et à décharge. Donc, il leur appartient aujourd'hui d'établir de manière objective la responsabilité de Dadis Camara. Donc, parler de théorie du complot, pour moi, c'est se dérober vraiment de l'affaire. C'est dérober. Pour moi, c'est une solution quand même extrêmement facile. Parce que lui, je crois que son argument fort, c'est que si lui, il croit à la justice de son pays. C'est pour cette raison qu'il a quitté Ouagadougou pour répondre de ça. Il a demandé sous Alpha Condé. Voilà, pour répondre. Donc, et il croit à une certaine machination, peut-être même, il se dit même par anticipation que le verdict qui sera connu sera même une pure invention de l'esprit. Mais je crois que, moi je m'en félicite quand même d'une chose, que dans ce procès-là, au moins on n'est pas dans une sorte de justice expéditive, c'est-à-dire on prend le temps d'écouter tout le monde, il y a le principe du contradictoire qui est respecté, les magistrats écoutent les uns et les autres. Et donc, il appartient à l'institution judiciaire maintenant de tirer les conséquences. Et je crois que dans ce procès-là, la Cour pénale internationale a décidé quand même d'apporter l'apport de la Cour pénale internationale. Faut-il quand même se rappeler ici que c'est une institution qui ne fait pas l'unanimité sur le continent. Et moi, je ne cesse de le rappeler que les Africains, pour moi, ont tort de critiquer la Cour pénale internationale sur le principe qui est très simple, le principe de la complémentarité. C'est-à-dire, originairement, il appartient aux États de juger les nationaux. C'est lorsqu'il y a une défaillance de leur part qu'ils peuvent maintenant saisir la Cour pénale internationale. Donc, aujourd'hui, c'est une démarche, je crois qu'unilatérale
de la junte qui a saisi la Cour pénale internationale de venir appuyer la justice guinéenne. Et je crois que la CPI accompagne la justice guinéenne et j'espère qu'au vu des réquisitions du principe de contradiction, un certain nombre de choses, nous aurons quand même un verdict. Parce que cela aussi cause un problème. En Afrique, nous avons du mal, disons, à réparer les victimes. Et je crois que la question aussi de la réparation des victimes aussi se pose aujourd'hui. Parce que ce sont quand même des scènes assez effroyables, ce qui s'est passé au stade. Donc aujourd'hui, il faut réparer les victimes. Donc on ne peut pas quand même réparer les victimes sans situer les responsabilités. Je crois que dans les prochains jours, la justice guinéenne fera diligence pour situer les responsabilités parce que la Guinée, tout comme l'Afrique, en a vraiment besoin. C'est ce qu'on attend. Dominique Lacmo, depuis le début, Moussa Dadis Camara, lui, il parle de complot et il ne voit même pas sa responsabilité dans ce qui s'était produit au stade. Alors, il dirigeait le pays, on peut reconnaître cela, mais il dit qu'autour de lui, il y avait des gens qui étaient contre lui et donc lui n'a pas sa main dedans. Oui, il est dans son rôle parce qu'en matière de justice, il faut des arguments pour se défendre, même si consciencieusement on se sent coupable, mais devant les juridictions, il faut quand même faut pas laisser la main facile, il faut se défendre. Et il est dans ce rôle de se défendre. Sinon, je ne crois pas à ce qu'il est en train de présenter comme image, mais lui-même en tant que chef de la junte, qui a dirigé ce pays. Nous l'avons vu et tout le monde l'a vu. C'est vrai que ici, j'ai dit, nous l'avons vu avec les récits de comment il est arrivé au pouvoir, la façon dont il dirigeait le pouvoir. Celui-là qui a fait s'asseoir les ministres par terre, leur demandant des comptes. Dadis Camara qui recevait son gouvernement dans son salon et où il faisait comme la Guinée était même sa propriété comme c'est sa maison, toute la Guinée était où il était un parfait roi de la Guinée aujourd'hui et il s'est dit qu'il n'a pas la maîtrise de cette Guinée. Mais c'est ça qui a déploré. Mais ça doit donner d'exemple à tous les militaires qui prennent le pouvoir par la force. C'est là-bas, moi, je veux m'apaisantir parce que quelle est la leçon qu'il faut tirer de ce procès? Parce que lui, en tant que junte, il avait autour de lui des hommes qui n'avaient même pas la maîtrise de la gestion de l'État, des hommes qui ne savaient même pas par où il faut faire des trucs. Et lui, c'était sa vie qui était au sujet, c'est-à-dire que diriger la Guinée, et puis il est entouré des hommes qui le protègent. Mais il n'était pas quand même un gestionnaire, quelqu'un qui pouvait gérer. Il n'était pas là pour garantir la sécurité voilà, au pour Guinée, garantir. c'est ce que vous le dites. C'est un militaire qui est arrivé juste pour faire sa vie et son truc. Aujourd'hui, il le démontre qu'il n'avait même pas, il dit son ministre de Défense, le garde-corps de quoi, et tout ça là, et avait préparé un complot pour faire venir Alpha Condé, qui n'était même pas à l'époque. Je pense que lui il était opposant, et même en exil. Et c'est que ça a permis à Alpha Condé d'arriver au pouvoir. Et je pense que c'est un militaire aujourd'hui qui cherche à se défendre. Mais quel que soit ce qu'il peut dire, toutes les responsabilités, c'est lui qui était l'homme fort à l'époque. Et il a démontré aux yeux du monde qu'il maîtrisait tout. Donc tout ça, là, c'était sa responsabilité. C'est lui qui a nommé les hommes de confiance. Les hommes, la personne qu'il faut à tel poste, c'est lui qui a signé les décrets de nomination. Il ne faudrait pas qu'aujourd'hui, il puisse dire que non. C'est vrai. Il n'arrive pas à contrôler. Il n'arrive pas à contrôler. C'est vrai qu'il peut arriver que il y a des choses qui se passent qui échappent le contrôle du chef de l'État, mais dans ce cas-là, ça veut dire que c'est plus proche de lui. Il ne doit pas dire d'abord qu'il n'était même pas au courant. Qu'il y aura mais Alpha et l'autre, Dadis Camara, pouvait dire qu'il était au courant quand même de la manifestation. Parfois, il était au courant. Il ne peut pas dire qu'il n'était pas au courant parce qu'il y a une autorisation. Qu'il a appelé. C'est une manifestation contre ce qu'il est en train de faire. Tout ce qu'il est en train de démontrer, ce spectacle devant les juges, sincèrement, c'est un comédien. Alors, Louis Kamako, souvent on parle d'Alpha Condé et Dadis Camara n'a jamais cessé de l'appeler. Sous Alpha Condé, Dadis Camara a souhaité venir même au pays pour répondre devant la justice. Comme Achraf l'a dit tout à l'heure, ce sont des arguments qu'il sort des fois et qui militent en sa faveur.
Oui, bien évidemment. Je crois que s'il a toujours réclamé, en fait, s'il a toujours souhaité venir s'exprimer, ça veut dire que il veut se faire entendre. Il veut justement que les victimes de ces massacres-là connaissent les tenants et les aboutissants de ces exactions. Mais malheureusement, ce que je déplore pour lui, je crois que quelqu'un l'a dit, quand vous êtes chef d'État d'une nation, quand vous êtes chef d'État d'un pays, tout ce qui se passe dans cette période, vous êtes responsable, vous êtes le premier responsable. On parle de chef suprême. Chef suprême, ça veut dire que toute la responsabilité, toutes les bonnes choses, toutes les mauvaises choses vous incombent en ce moment-là. Donc malheureusement pour lui, là, il est en train de se cacher derrière son petit doigt. Quand vous suivez toutes ces comparaisons, quand vous suivez tout ce qui se dit depuis le début du procès, j'ai l'impression qu'il est en train de verser les gens dans une diversion totale. Pour l'éducation, il tente de reposer la question aux avocats. Comme si à un moment donné, c'est lui qui est le juge en fait. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'il dit qu'il ne reconnaît que la responsabilité morale et pas plus. Il responsabilité morale parce qu'il a été président à cette époque-là. Mais si vous analysez aussi l'ordre du jour de la manifestation, c'était justement contre son éventuel maintien au pouvoir. Ça veut dire que déjà là, les bases sont faussées. S'il n'avait pas justement cette ambition de se maintenir au pouvoir, il n'y aurait pas eu cette manifestation-là jusqu'à ce qu'on ne dénombre plus de 150 morts et des centaines de femmes violées. Donc à un moment donné, je crois qu'il doit avouer le crime pour pouvoir bénéficier de ce qu'on appelle circonstance atténuante. Parce que plus il essaie de narguer les gens, plus il essaie de tourner les gens en bourrique, ça corse en fait sa peine. Il doit le savoir. Aujourd'hui, la Guinée a beaucoup de crimes à réparer. On parle même des exactions du 22 janvier de 2007 avec pas mal de morts également. Récemment. Sans oublier ce que Alpha Condé aussi a fait. Voilà, c'est-à-dire que les crimes commis sous Alpha Condé aussi vont être examinés. Donc il y a une procédure judiciaire qui est enclenchée dans ce sens-là. Donc il va falloir qu'on aille vite avec ce dossier du procès du 28 septembre pour justement déboucher sur autre chose. Donc c'est pour ça que je dis que Dadis Camara, il est en train de creuser en profondeur sa propre tombe. Puisqu'il essaie parce que le procès, il est suivi par tout le monde. Et ce qui se fait là-bas, ce n'est pas de l'amusement. Mais j'ai l'impression que lui, il le prend comme de l'amusement. Et il fait de la comédie comme Dominique l'a dit. Il fait de la comédie, il est en train de faire balader les gens. Et en le faisant, il aggrave la situation. C'est le moment pour lui de faire le mea culpa, de faire ses amendes honorables et pour justement permettre au procès d'aller vite à son thème. Et si le CND trouve qu'on doit le gracier, on le graciera. Je me dis, même si ce n'est pas... Mais s'il perd le temps à tout un peuple, il le paiera. Alors, Achraf Forosama, oui, avant de vous retrouver, vous êtes juriste, vous êtes également politique. On cite sans cesse des politiques qui seraient derrière, parce que selon Moussa Dadis Camara, son entourage même est peut-être manœuvré, si on peut le dire, par l'ancien président Alpha Condé pour commettre ce genre de choses. Est-ce que vous pouvez comprendre cela? Oui, mais c'est une hypothèse qu'il ne faut pas exclure. Autant pour moi, il peut y avoir des règlements de compte, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut pas se dérober de l'affaire. Vous savez, lorsqu'on est président de la République, comme il l'a dit, on est chef suprême de l'armée. On incarne ce qu'on appelle en droit constitutionnel la prééminence institutionnelle. Et donc, à partir de là, il y a le devoir d'obéissance hiérarchique. Donc, aujourd'hui, il s'agit tout simplement de déterminer le lien de causalité entre les actes commis par les militaires et les ordres venant d'en haut. Aujourd'hui, certes, ce sont des allégations que je peux lui faire. Je n'ai pas les preuves de ce que j'avance. Mais la justice doit déterminer s'il y a eu des ordres. Comme mon confrère l'a dit également, il y a eu quand même des actes de nomination. Tous les actes réglementaires là, qui est à l'origine de tous ces actes réglementaires, c'est-à-dire de nomination, de révocation et tout, c'est Dadis Camara. Donc à partir de là, il ne peut pas se dérober. Et je crois que Dadis Camara doit comprendre qu'il fait partie d'une page noire de l'histoire politique guinéenne et qu'il doit assumer.
qu'il doit assumer. Et l'un des raisons, pour moi, c'est un monsieur qui n'a jamais fait preuve d'élégance. Moi, je me rappelle d'un reportage de France 24, lorsqu'il avait pris le pouvoir, où les Blancs étaient venus même au palais, on l'avait filmé, il était même en culotte. Voilà. Moi, je suis un homme politique. Il a discrédité la fonction politique. Je suis désolé. On ne se comporte pas comme ça. Vous comprenez? Si vous avez des Blancs qui ont des appréhensions, des clichés sur nous, en voyant des scènes comme ça, ils se disent, mais ces gens-là vraiment manquent cruellement de maturité. Et donc, il n'a jamais fait preuve d'élégance. Il s'est fait toujours entourer des gens. Parce que au procès, on a écouté l'allocution des uns et des autres, mais je suis désolé, ce ne sont pas des gens qui ont brillé par leur matière grise. Donc, ils croyaient aux vertus de l'autoritarisme. Ils ont massacré des populations, ils ont violé des femmes. Donc aujourd'hui, il appartient à la justice de situer. Et moi, je l'ai dit, c'est le lien de causalité. Il faut déterminer entre les actes commis, les infractions et l'ordre subi en haut. Donc, je crois qu'aujourd'hui, la compétence juridictionnelle est très claire parce que les faits commis sont des crimes et la cour d'assises doit situer les responsabilités. Donc, il ne peut pas jouer au dilatoire. Bon, jouer au dilatoire, je crois que il a totalement le droit parce qu'il a le droit à la défense. Comme Dominique l'a dit tout à l'heure. Effectivement, ouais, de prendre la parole et de se défendre. Bon, s'il croit que ces arguments qu'il brandit sont sérieux, il appartient à la justice de situer les responsabilités et de juger si réellement sa responsabilité objective elle est établie. Parce qu'il faut aussi adopter une posture préventive. Parce que autant on incrimine Dadis Camara, il faut que la justice, à la fin de ce procès, soit proportionnelle à sa responsabilité. Voilà. Ouais. Parce que ça risque d'être un délit de droit si on l'inculpait peut-être d'une peine qui ne ressemble pas aux infractions commises. Oui, je voulais faire un lien par rapport à tout ça, parce que quand vous voyez Dadis Camara parler, tu sais que tu sens en lui quelqu'un qui a des garanties. Je me dis, mais moi j'appelais ça un simulacre de procès pour pouvoir légitimer le pouvoir de Doumbouya. Vous n'allez pas passer tout ce débat sans parler de Doumbouya. Pourquoi il a vraiment choisi ce moment pour ouvrir ce procès, pour légitimer son coup d'État. Lui aussi, il doit apprendre que dorénavant, un jour, il va passer à ce niveau. Est-ce que ce n'est pas cette façon, cette garantie que Doumbouya l'a conférée qui lui fait croire de chercher midi à 14h pour noyer, parce que maintenant les amis de Doumbouya qui étaient des fidèles de Alpha Condé ne font plus l'affaire au président Doumbouya. Est-ce que ce n'est pas une manière de mettre des gens dedans pour que ça puisse arranger le pouvoir de Doumbouya? Voilà pourquoi il fait un complot. Il dit que non, c'était un complot organisé pour faire venir. Il ne dit pas quelqu'un, mais lui il est militaire. C'est les militaires qui font coup d'État. Alpha Condé était un civil. Je ne sais pas, Alpha Condé pourrait lui faire un coup d'État pour arriver au pouvoir. Non, mais à preuve de contraire, il était en exil. Alpha Condé est le premier président élu démocratiquement. On peut revenir après. On nous attend pour le journal. Si vous le permettez, on va marquer la pause pour le journal. Avant de parler de la France, on peut également ajouter quelque chose sur la Guinée.